sorti il y a une quinzaine de jours mon dernier petit livre qui fait partie des fondamentaux de résistance républicaine, l'islam à la conquête de l'école. C'est un sujet qui me hante, qui me pose problème parce que l'école n'est plus du tout ce qu'elle devrait être. Elle est en train de s'islamiser. On est en train de faire oublier à nos enfants leur patrimoine, leur histoire, pour la remplacer par l'histoire des autres, par l'histoire des pays africains et par une manipulation mentale incroyable où on va leur demander d'apprendre l'arabe, où on va leur demander de s'intéresser à l'immigration et d'être pour, à l'esclavage, etc., aux dépens des fondamentaux que sont notamment l'histoire de France. J'espère ouvrir les yeux d'un maximum de Français, ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont plus d'enfants trop jeunes et qui ne savent pas ce qui se passe à l'école, parce que c'est à l'école que se passe la pire des expériences de remplacement de population. Alors donc c'est le 18e livre de Riposte laïque, c'est le dernier de René Marchand qui écrit un livre tous les 5 ans sur l'islam dont il est un des spécialistes. René Marchand, après avoir expliqué un petit peu toute la réalité de l'islam, on arrive à une conclusion, c'est que l'islam n'est pas réformable, l'islam n'est pas amendable et que dans la situation française que nous connaissons avec l'invasion migratoire et l'islamisation de notre pays, il n'y a pas d'autre solution que d'interdire l'islam et procéder à une rebrigation massive de tous ceux qui veulent nous imposer la charia contre les lois de la France. C'est le constat de René Marchand après une vie consacrée à l'étude de l'islam. Riposte laïque, tous les jours sur son site, publie déjà entre 12 et 15 articles dont certains sont sujets à des plaintes, à des poursuites. Jusqu'à maintenant, au niveau des livres, nous n'avons jamais eu d'ennui. Et par ailleurs, ce n'est pas maintenant, alors que les faits donnent raison à ce que nous racontons depuis 10 ans, qu'il s'agit de mettre la pédale douce sous des problèmes de sécurité. On a fait des choix, on s'est engagé au service de la France pour refuser que l'islam ne remplace nos valeurs. C'est pas aujourd'hui qu'on va commencer à reculer. Ce premier livre, La nouvelle histoire des guerres de Vendée, est sorti maintenant il y a moins d'1 an, 8 mois. Celui-ci est encore plus neuf, puisqu'il a juste 1 mois de sortie. Le but, c'est d'enfoncer le clou en partant de la guerre de Vendée, des guerres de Vendée, de 1793 à 1832, en insistant sur les massacres commis, et puis de reprendre tout ça en le généralisant avec ce qu'on a appelé les tyrannosaures de la République, du genre Robespierre, Couthon, Barère, Barras, Fouché, bien entendu, et montrer que tous ces phénomènes d'extermination, toutes ces productions exterminatrices, a gagné la totalité de la France pendant la Révolution. À qui s'adressent ces 2 ouvrages? Bien, le premier, le plus ancien, est un ouvrage un peu savant, un peu érudit, mais avec beaucoup d'anecdotes. Le second est plus pédagogique, il s'adresse à des lecteurs plus jeunes, avec un appareil critique qui lui permettra de mieux comprendre, de mieux suivre le contenu de l'ouvrage. Bon, donc, dès l'élection du pape François, toute la presse mondialiste était fort satisfaite, ce qui était un peu inquiétant. Pendant les premières années de son pontificat, les catholiques ont été scandalisés, mais comme on pourrait dire à bas bruit. En ce qui me concerne en tout cas, jusqu'à ce que le pape émette en France son film. Et le DVD du film contient une séquence où il est vraiment très, je ne dirais pas malhonnête, mais très méchant vis-à-vis d'une personne que j'ai bien connue et que j'appréciais particulièrement. Ce qui m'a conduit à prendre mon clavier et à écrire une lettre ouverte au pape, où j'ai évidemment recherché ce qui concernait sa jeunesse, ses liens avec l'OUTG et la GEAS, qui étaient 2 mouvements très à gauche liés au péronisme, et puis les difficultés qu'il a eues et la façon dont il les a résolues sous le régime militaire, et finalement toutes les raisons pour lesquelles il est devenu, pour synthétiser, un agent du mondialisme. Donc j'explique tout cela dans les premiers chapitres, et dans le dernier, j'essaie de donner mon interprétation de son comportement par rapport aux nécessités du mondialisme qu'il satisfait dans son ensemble fort bien. Le tome 6 de l'Histoire de France qui vient de paraître présente la fondation de la famille capétienne et la difficulté qu'ont eu les princes
qui sont en fait des super seigneurs, à s'imposer comme roi de France. Et bien entendu, on termine ce 6e volume sur l'incroyable victoire de Bouvines, qui est vraiment la fondation de la France. Toutes les BD que nous faisons ont une valeur pédagogique, c'est-à-dire qu'elles s'appuient sur la chronologie, sur les hommes, les événements et la cartographie. En fait, on essaye de se substituer à la méthode thématique qu'impose l'Éducation nationale. Alors, ces BD s'adressent à tout public, bien entendu prioritairement les adolescents, mais il faut savoir que lorsqu'une BD rentre dans une famille, c'est tous les éléments de la famille qui la lisent. Et en fait, dans le contenu de la BD, on fait en sorte que tout le monde s'y retrouve. Le Requiem de la Vendée vient de sortir il y a une huitaine de jours. C'est un livre que j'ai écrit avec une de mes filles, Thérèse Flavini, et qui reprend toute l'histoire de la Vendée, mais comme l'indique le sous-titre, des héros de vitrail au siècle des Lumières, replace le martyre des Vendéens dans tout le martyrologue de l'Église. Mon nom est Marina Anka et je suis venue présenter ici mes 2 ouvrages. Le premier raconte mon adolescence dans la dictature de Ceausescu. Je suis née dans un pays totalitaire, sous un régime vraiment très difficile. Et je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans, j'avais cette tête-là. Et personne ne savait ce qu'on vivait à l'époque en Roumanie. On m'a dit à peu près 400 fois que je devais raconter mon histoire. Donc 25 ans après, j'ai pris ma plume et je l'ai fait. Et j'ai raconté comment la Roumanie est passée d'un royaume à une dictature. Donc pays, finalement, dans les années 70, ça allait bien et ça a été de pire en pire. Et c'est arrivé vraiment... La tension était telle que les gens avaient peur de se parler entre eux, les gens avaient peur de se regarder et en même temps on essayait d'avoir une joie de vivre entre nous. Donc c'était vraiment, on vivait dans une duplicité permanente et c'est assez inimaginable dans une démocratie en fait. J'étais toute petite, je sortais d'une dictature, je ne connaissais rien à rien, la publicité, rien du tout. Donc dans la première partie de mon 2e livre, je raconte Paris à travers mes yeux d'une adolescente. Et en fait, on est parti vivre au Nigeria. Donc incroyable mais vrai, j'ai fait la connaissance de la société française en étant dans un pays anglophone. Et 5 mois de connaissances et après on a vécu un coup d'État pour le nouvel an, donc une nouvelle dictature finalement. Donc ça a été assez compliqué, mais en même temps intéressant à vivre, émotionnellement très fort. Et ça m'a vraiment appris beaucoup de choses sur moi-même, sur ma famille, sur la vie, sur la société. Donc dans mes 2 ouvrages, je raconte notre société telle que je la vois. Ça n'a pas été fait pour raconter ma vie, mais pour raconter notre société. Et il y aura un 3e tome qui va raconter la France telle que je l'ai vue au cours de ces 30 dernières années. Alors, j'ai fait paraître La Grande Histoire des Guerres de Vendée, qui est un album qui raconte les guerres de Vendée par les textes des contemporains ou l'historiographie qui a suivi au XIXe siècle, parce qu'il me paraît que les guerres de Vendée ont une actualité brûlante. Les guerres de Vendée posent la question de la légitimité. Les guerres de Vendée, c'est quoi? C'est l'histoire de la Convention qui n'arrive pas à imposer une nouvelle légitimité et qui voit se dresser contre elle une partie du peuple qu'elle prétend émanciper. C'est-à-dire la Vendée, mais aussi la Fédération du Lyonnais, la Provence, la Normandie. Bref, la rupture du 21 janvier 1993, l'exécution du roi Louis XVI, sépare le corps de la tête. Voilà. Et cet événement, qui est une fracture considérable dans notre histoire, montre que la crise de légitimité ouverte depuis lors n'a jamais été vraiment résolue. Car les Français sont, en France, le pouvoir. En France, pays de tradition chrétienne, le pouvoir s'exerce non pas par délégation, mais par incarnation. La personnification du pouvoir est quelque chose d'essentiel. Et les républiques qui sont succédées n'ont pas su répondre à cette demande de personnification, c'est-à-dire d'incarnation du pouvoir. Emmanuel Macron a posé le bon diagnostic en disant que, en parlant de l'incomplétude de la démocratie et du vide émotionnel creusé par l'absence de la figure du roi. Alors, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il puisse lui le remplir, mais en tout cas il a cette analyse qui est une analyse que n'ont pas eu ses prédécesseurs. Qui viendra par la suite ou qui est à même de répondre à cette demande des Français, l'avenir nous le dira, mais peut-être ne viendra-t-il pas des formations politiques traditionnelles, classiques.